Hello Booktube et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma palle pour le mois de mai. Au moment où je vous parle, nous sommes le 28 avril et j'avais très envie d'ores et déjà de créer ma palle pour le mois à venir. Et du coup, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai choisi de mettre la suite d'une saga que j'aime beaucoup, qui est Vampiria de Victor Dixen. Donc c'est le tome 2. Donc j'ai mon ordi devant moi pour pouvoir vous lire les résumés, parce que c'est vrai que vu que ce sont des livres de ma palle pour la plupart, dont je ne connais pas du tout l'histoire, c'est plus simple pour moi de vous lire le résumé plutôt que de vous en faire un. Celui-ci, j'ai lu le tome 1, mais c'est vrai que le résumé est un peu compliqué, donc je préfère vous le lire, ça sera plus simple. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les sorts de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Donc voilà, j'ai trop hâte de lire le tome 2 de cette saga, parce que vraiment le tome 1 a été un gros coup de cœur. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. Le personnage principal est incroyable et apparemment le tome 2 l'est tout autant, donc j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai choisi de mettre dans ma palle Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Donc j'ai déjà découvert Circé de la même autrice, qui a été un gros coup de cœur, donc j'ai trop hâte de lire Le Chant d'Achille, d'autant plus qu'on en entend parler de partout, notamment sur BookTok. Je pense que vous avez dû vous-même en entendre parler. J'adore tout ce qui touche à la mythologie, donc forcément j'ai très envie de découvrir ce livre-là. En plus de ça, je connais un petit peu la guerre de Troie, donc je pense que je vais adorer ce livre. Et je vous lis tout de suite le résumé. Patrocle, jeune prince maladroit, part en exil à la cour du roi Pelé. Il y rencontre Achille, son exact contraire, doué pour tout ce qu'il entreprend. Malgré leurs différences, les deux jeunes hommes deviennent inséparables. Le destin les mène à la guerre de Troie. La violence des dieux et des hommes fera de leur histoire un drame. Donc voilà, apparemment c'est un roman qui est très triste, très poignant, dans lequel on pleure à la fin. Alors moi je connais un petit peu l'histoire de la guerre de Troie, comme je vous l'ai dit, donc forcément je connais la fin. Donc est-ce que je vais pleurer? Je ne sais pas. Mais j'ai trop hâte de le découvrir aussi. Ensuite, j'ai choisi de mettre Fable, le premier tome de Adrienne Young, et je vous lis le résumé tout de suite et on en parle après. Fable, 17 ans, est la fille du marchand le puissant des Goulets près de la mer sans nom. Pourtant, après la mort de sa mère au cours d'une tempête, son père l'a abandonnée sur une île peuplée de voleurs où elle a dû se battre pour survivre. Plongeuse, découvreuse de gemmes qu'elle revend pour assurer sa subsistance, Fable poursuit un but: quitter l'île et rejoindre son père afin d'obtenir son héritage, une place dans sa flotte. Pour cela, elle doit gagner le continent où il a établi son comptoir commercial. Elle fait appel à West, le jeune capitaine d'un navire marchand, le Marigold, qui accepte de l'emmener. Mais une fois à bord, alors qu'elle doit faire ses preuves et être acceptée par l'équipage, elle découvre que West et son navire ne sont peut-être pas ce qu'ils paraissaient être. C'est un roman que je trouve parfait pour la saison qui arrive, donc le mois de mai, où il va commencer à faire un peu chaud avec du soleil, etc. C'est un roman qui me tente beaucoup parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup d'action, de retournement de situation. Le milieu des pirates me tente beaucoup aussi parce que je ne le connais même pas. Le fait aussi qu'on a une héroïne qui a l'air d'être assez indépendante, une héroïne badass, forte, etc. Ça, c'est un truc qui me tente beaucoup, et rien que le résumé nous laisse planer beaucoup de questions, beaucoup de mystères, et j'ai très envie de découvrir le pourquoi des comment. Ensuite, toujours dans un livre parfait pour la saison, j'ai choisi de mettre le tome 1 de 200 d'écume et de glace, qui est un roman qui parle en fait de sirènes, et je vous lis tout de suite le résumé. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. La jeune fille, atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, se retrouve coincée dans le Finistère, chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle, qui n'avait jamais fait face à l'océan, se sent irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques, tous plus dangereux que les autres. Et pire encore, il semble renfermer des secrets qui pourraient bien remettre en question toute la vie de Penny. Voilà, le résumé m'a convaincue, la couverture est magnifique, vraiment. Si vous n'avez jamais vu ce livre en vrai, il est vraiment super beau, je le trouve trop beau. Par contre, j'ai trop peur parce que on m'a demandé si j'avais le tome 2 à disposition dans ma palle. Et non, je ne l'ai pas dans ma palle, donc
J'ai très peur parce que du coup je suppose que ça se finit un peu sur un cliffhanger et j'espère que j'aurai pas trop envie de lire le tome 2 parce que sinon je vais être obligée de l'acheter et j'ai une grosse palle déjà. Ensuite, j'ai mis dans ma palle le tome 3 de la saga Le Labyrinthe de James Dashner, donc le remède mortel. Je me rends compte que j'ai mis quand même pas mal de suites de sagas dans cette palle, donc c'est cool, parce que ça me permet un peu de continuer des sagas que j'ai commencées. D'autant plus que la saga du labyrinthe, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. J'ai vu les films avant de lire les livres, et pourtant, même en ayant adoré les films, eh ben, je préfère largement les livres. Donc ce livre-là, je triche un petit peu, puisqu'en fait je l'ai déjà commencé, il est juste à côté de moi. Il est là, donc c'est ma lecture en cours, et je suis à la page 117, donc sur à peu près 430 pages je crois. Et je l'aime déjà beaucoup beaucoup, j'ai très hâte de pouvoir le continuer. Je vous lis quand même tout de suite le résumé du tome 1. Thomas, dont la mémoire a été effacée, se réveille un jour dans un nouveau monde où vivent une cinquantaine d'enfants. Il s'agit d'une ferme située au centre d'un labyrinthe peuplé de monstres d'assez terrifiants. Les ados n'ont aucun souvenir de leur vie passée et ne comprennent pas ce qu'ils font là. Ils n'ont qu'un seul désir, trouver la sortie. Pour ce faire, les coureurs parcourent chaque jour le labyrinthe pour en dresser les plans. Des plans qui changent sans cesse puisque les murs se déplacent chaque nuit. Le risque est grand, mais dès son arrivée, Thomas a une impression de déjà-vu. Il sait qu'il veut être coureur et résoudre l'énigme du labyrinthe. Donc voilà, on va passer au prochain livre de ma palle. J'ai choisi de mettre Caraval de Stéphanie Garber, mais pour celui-ci, je ne vais pas vous lire le résumé tout simplement parce que moi-même, je ne l'ai jamais lu, je n'en sais rien du tout et je ne veux pas en savoir plus. Je crois, mais je ne suis pas sûre, c'est vraiment une supposition, que c'est dans l'univers du cirque. Je sais que c'est une saga qui a fait fureur pendant un moment et qui a complètement arrêté, ça s'est essoufflé parce que le tome 3 ne devait pas être édité en français. Et finalement, je crois que ça va être le cas. Ensuite, j'ai mis dans ma palle Les Chroniques de la Terre et du Soleil Noir de Paul Varichon, qui est un service presse que l'auteur m'a envoyé. Donc c'est un roman qui est très court, donc il va se lire très rapidement, et dont le résumé m'intriguait pas mal, donc je vous le lis tout de suite. Une menace fantôme vient perturber le fonctionnement d'une étrange machine dans le fond d'une grotte. Le déclencheur au réveil d'Amaterasu, la dernière phase. Ainsi qu'à celui d'une vengeance froide et meurtrière. C'est ici que tout commence. Pendant que plus loin dans le désert, un jeune adolescent amnésique erre à la recherche d'une femme qu'il voit en rêve, quand une nuit il s'écroule dans le sable, sous l'emprise d'un puissant magnétisme qui change son rêve en un épouvantable cauchemar. À son réveil, l'adolescent entend une voix dans sa tête qui lui persuade que tout est prémonitoire et qu'il lui faut rejoindre l'arbre d'eau au fond de la vallée, car le sort de cette femme si chère à ses yeux peut en dépendre. Donc voilà, c'est un roman qui m'a l'air assez mystérieux, de nous poser pas mal de questions. Le fait qu'il soit assez court, c'est bien, mais j'ai un peu peur du coup qu'il n'y ait pas la réponse à toutes nos questions, mais ça, je peux pas vous le dire parce que je ne l'ai pas encore lu, mais du coup j'ai très hâte de vous en reparler plus tard. Ensuite, j'ai choisi de mettre un emprunt médiathèque qui est La fille dans l'écran, qui est un roman graphique qui a l'air vraiment génial. J'en entends parler de partout et je vous lis tout de suite le résumé. Deux filles que tout oppose prennent contact sur internet pour ensuite faire connaissance dans la vraie vie. Elles seront submergées par des sentiments troublants. Colline, 22 ans, vit en France et souffre de troubles anxieux qui l'ont isolée du monde. Hébergée à la campagne chez ses grands-parents, elle rêve de devenir illustratrice. Ses recherches d'inspiration la conduisent à contacter Marley, une photographe installée à Montréal. De son côté, Marley, 28 ans, vit au Québec, a abandonné sa passion pour la photo pour se laisser porter par sa vie montréalaise trépidante. Elle a un job alimentaire, un amoureux québécois et un quotidien rythmé par des sorties. Les messages de Colline vont réveiller en elle un réel besoin d'authenticité. Colline et Marley vont tisser un lien capable de surmonter la distance et le décalage horaire et qui se révélera de plus en plus dense jusqu'à la rencontre en France. Donc d'après la couverture, c'est un livre FF et je n'en ai jamais lu. Et pourtant, je voulais en découvrir, donc du coup, je suis trop contente pour ça. Et les thèmes dont on parle dans le résumé me parlent beaucoup et j'ai très hâte de le découvrir pour ça aussi. Ensuite, j'ai choisi de mettre le tome 1 de Métaux, qui est une saga de BD qui me tente beaucoup par le résumé et j'ai choisi de n'emprunter que le premier tome et je pense que je vais le regretter, que je vais rapidement emprunter la suite. 64 garçons vivent dans une grande maison coupée du monde. Je suis l'un d'eux. Ils sont 64 enfants coupés du monde et surveillés de main de fer par les Césars. Le quotidien de Métaux, Quintus et leurs camarades est régulé par des règles. Étranges et rigides. Aucun écart de conduite n'est toléré. Seule manière de survivre à ce quotidien, respecter le code de conduite, encore et encore. Lorsque Métaux se voit confier la responsabilité de former le nouvel arrivant Crassus, il sait qu'il va devoir mettre les bouchées doubles pour ne pas être sanctionné. Tandis qu'il lui enseigne les règles de la maison, Métaux débute une quête de la vérité. Pourquoi personne n'a de souvenirs d'avant leur arrivée? Pourquoi sont-ils ici? Et surtout, qu'y a-t-il à l'extérieur? Il a l'air vraiment génial. Prochain livre que j'ai mis dans ma palle, c'est un tout autre genre puisqu'il s'agit d'Edam de Kimoto. C'est toujours une bande dessinée,
mais dans un thème beaucoup plus différent, mais qui me tente tout autant, et je vous lis tout de suite le résumé. Le mont Kudo était encore voilé par les brumes matinales de ce début de printemps. La main serrée dans celle de sa grand-mère, Anna franchissait les dernières marches de pierre menant au temple d'Ison. L'étreinte de la main autour de la sienne lui rappelait que maintenant qu'elle allait être admise comme bru dans une nouvelle famille, elle cesserait d'appartenir à celle où elle avait vécu les 20 années de son existence. À travers le récit des amours, des passions et des drames vécus par 3 femmes de générations différentes, les dames de Kimoto dressent un tableau subtil et saisissant de la condition féminine au Japon depuis la fin du XIXe siècle. Et c'est notamment cette phrase du résumé qui m'a convaincue de l'emprunter. C'est un livre qui m'a l'air un peu féministe en nous présentant du coup 3 générations différentes de femmes au Japon, qui est une condition de la femme que je ne connais pas du tout et qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai toujours emprunté à la médiathèque les tomes 1 et 2 de Isabella Bird que je compte lire ce mois de mai. Et je vous lis tout de suite le résumé. À la fin du 19e siècle, le Japon s'ouvre au monde et s'occidentalise à marche forcée. Mais le pays reste un vrai mystère pour la plupart des Européens, ce qui en fait une destination de choix pour la célèbre exploratrice anglaise Isabella Bird. Malgré son jeune âge, elle est déjà connue pour ses écrits sur les terres les plus sauvages. Isabella ne choisit jamais les chemins les plus faciles et cette fois encore elle étonne son entourage par son objectif incongru, Ezo, le territoire des Ainu, une terre encore quasi inexplorée aux confins de l'archipel. Donc voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie puisqu'Isabella Bird a vraiment existé, donc on est sur un manga historique, ce qui est assez rare, j'en entends très peu parler sur les réseaux malheureusement. J'ai d'ailleurs déjà lu un manga historique que j'avais adoré qui est Innocent, qui parlait en fait du bourreau pendant la Révolution française et du coup j'ai envie de lire d'autant plus de livres de mangas historiques et à commencer par celui-ci du coup, et j'en ai entendu quand même pas mal d'avis positifs des personnes qui l'ont lu et du coup j'ai très hâte de le découvrir à mon tour. Ensuite, pour le challenge de Mademoiselle Farfalle de 2023, il me fallait un livre avec des retours dans le temps, enfin des voyages dans le temps, et j'en avais pas dans ma palle, donc j'ai choisi d'emprunter Millésime 54 de Antoine Lorrain, qui aborde ce thème-là et dont le résumé m'intriguait, donc je vous le lis tout de suite aussi. Paris, un soir de septembre. Peu de choses relient Hubert, propriétaire de son appartement de famille, Magali, restauratrice en porcelaine, Julien, barman débutant, et Bob, touriste américain de passage dans la capitale. Pourtant, tous les 4 vont ouvrir et partager une bouteille de Château Saint-Antoine 1954 retrouvée dans la cave du vieil immeuble où ils habitent. Le lendemain matin, les rues ne sont plus tout à fait les mêmes, ni les autobus, ni les commerces, ni les gens. Un délicieux parfum d'autrefois flotte sur la ville, et pour cause, ils sont retournés dans l'année du vin. Sortilège, rupture temporelle, de la traversée d'un Paris éternel où on croise Jean Gabin comme Audrey Hepburn, jusqu'aux mystérieuses vignes du Beaujolais qui vont livrer leurs secrets. Les voilà pris dans un tourbillon, du temps d'un week-end ailleurs. Je l'ai vraiment emprunté pour le challenge, donc j'en attends pas grand-chose, mais je peux être surprise et du coup j'ai d'autant plus hâte de le lire pour cette raison-là. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans ma palle de mai le tome 5 de la saga Princesse Sarah, qui est une saga de BD. Je ne vais pas vous lire le résumé pour le coup, je vais vous en faire un rapidement. On est sur l'histoire de Sarah qui va être déposée dans un pensionnat par son père. Et là-bas, en fait, elle va être très bien considérée son père est très riche. Sauf que il va y avoir quelques bouleversements dans sa situation, quelques problèmes avec son papa, et sa situation va changer du tout au tout. Et voilà, je vais pas vous en dire plus. Par contre, je lis la BD que j'aime beaucoup, mais si vous avez l'occasion de regarder l'animé, il est disponible je crois en entièreté sur YouTube, et vous pouvez le retrouver aussi sur Netflix, et ben n'hésitez pas parce que vraiment c'est un animé incroyable, un animé de mon enfance que je regarde tout le temps, tous les ans, au moins une fois par an, voire plus, et que j'adore, que je connais par cœur. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez depuis un moment, que j'adore les histoires avec les sorcières, que ce soit dans de l'historique, dans du témoignage, dans des essais, dans du fantastique, dans du jeunesse, bref, j'adore ça. Et du coup, j'ai décidé d'emprunter à la médiathèque le livre Le temps des sorcières de Alix E. Harrow. Et je vous lis tout de suite le résumé qui m'a l'air, ma foi, vraiment très bien. Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides. La magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus. Les hommes ont dressé des bûchers et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de magie dans des comptines, des formules à dessous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de 3 choses pour renaître. La volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et les voix pour la laisser pénétrer le monde. Car tout ce qui est important va par 3.
Ainsi, les sœurs Eastwood, Bella, Agnès et Genièvre, mues par la colère, la peur et une pulsation écarlate qui ne demande qu'à revivre, des dons qu'elles découvrent peu à peu. Il suffit pour cela de s'unir et d'y croire, de traquer tous les interstices où elles se dissimulent. Car la magie, c'est d'abord penser que chacun est libre d'agir, même si le mal rôde. Le temps des sorcières pourrait alors bien revenir, pour notre plus grand bénéfice à tous, hommes et femmes. Le résumé m'a convaincue et il démontre un grand potentiel du roman et je pense que je vais rapidement le sortir de cette palle parce que j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans ma palle la suite de la saga Ajin. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais je vais quand même vous lire le résumé parce qu'à chaque fois que vous en ai fait un résumé moi-même, c'était assez bancal et je pense que le résumé pourrait plus vous donner envie de découvrir cette saga que, ma foi, j'aime beaucoup et que j'ai très hâte de découvrir pour la suite parce qu'il y a encore plein de questions que je me pose et il y a encore surtout beaucoup de tomes à lire. Renversé par un camion en rentrant de l'école, le jeune Kei meurt sur le coup. Mais quelques instants plus tard, il ressuscite mystérieusement. Dès lors, sa vie de lycéen bascule. Une étrange organisation gouvernementale tente par tous les moyens de le capturer afin de mener des expériences scientifiques sur lui. Rapidement, il apprend qu'il n'est pas le seul à être dans cette situation périlleuse et qu'il semble être ce que certains nomment un Ajin. Personne ne sait exactement comment ils sont apparus ni pourquoi ils existent, mais les services spéciaux du gouvernement sont prêts à user de tous les moyens pour le découvrir, car rien à leurs yeux n'est plus dangereux pour l'humanité qu'un être immortel. Ensuite, j'ai mis dans ma palle un livre qui n'est pas du tout de saison, vous le verrez par rapport au titre, mais j'en ai entendu parler dans une vidéo et le résumé m'a énormément intriguée, donc je me suis dit bon bah je vais l'emprunter tout de suite et c'est pas grave, ça me fera revenir un petit peu en hiver. Et d'ailleurs quand on voit le temps qu'il fait dehors, on se dit que finalement on n'est pas tant en hors-saison que ça. Il s'agit de Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling et je vous lis le résumé tout de suite. Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tous vécu ensemble, les bons moments comme les mauvais moments. Jusqu'à cette veille de Noël où arrive la catastrophe. Le cochon est perdu. Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit comme les autres. C'est celle des miracles et des causes perdues où même les jouets peuvent prendre vie. Alors Jack et le cochon de Noël, une peluche de remplacement un peu agaçante, embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur ami que Jack ait jamais eu? C'est un petit jeunesse, donc ça change un petit peu des genres que je vous ai montrés jusque-là, parce que je me rends compte en fait que la plupart des livres que je vous ai présentés dans ma palle de mai, c'est des livres assez difficiles et je pense que ça pourra me permettre d'entrecouper entre certaines lectures qui ne m'auront pas laissé de marbre. On va continuer avec un livre qui me fait trop envie parce que j'en entends très peu parler, mais on est quand même un petit peu sur une réécriture de conte puisqu'il s'agit de Cendrillon et moi, la belle-mère parle enfin de Danielle Taylor. Je vous lis le résumé tout de suite et dites-moi si jamais, comme moi, il vous donne très envie ou pas. C'est la marâtre la plus détestée de l'histoire, celle dont on parle pour faire peur aux enfants désobéissants. Mais qui savait que la belle-mère de Cendrillon s'appelle en réalité Agnès, qu'elle a passé sa jeunesse à trimer comme bonne à tout faire, qu'elle a dû se battre comme une lionne pour accéder à un monde qui n'est pas le sien, que son époux est alcoolique et que sa belle-fille, petite princesse au peton si délicat, est en réalité fort capricieuse. Agnès n'en peut plus des sornettes autour des pantoufles, des princes charmants et des citrouilles. Elle est bien décidée à rétablir la vérité, quitte à égratigner quelque peu la version officielle. Une réécriture ingénieuse et jubilatoire du célèbre conte qui réussit l'exploit de nous faire aimer un personnage détesté. Donc en fait on est vraiment sur une réécriture de Cendrillon du point de vue de la méchante, où en fait on change un peu les rôles et on va se rendre compte que finalement elle n'est pas si méchante que ça et que Cendrillon n'est pas si gentil que ça non plus. Et du coup j'ai trop envie de voir ce que ça va donner. Ensuite, je me suis mis une petite relecture, on est encore une fois dans le feel good ici et ça fait plaisir puisqu'on est sur le tome 2 de Campus Driver de C.S. Quill. Je veux les relire parce que je les ai achetés récemment en version illustrée dans les formats poche illustrés qui sont super jolis de chez Hugo Roman. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette saga-là, on est sur une saga de romance dans laquelle on va suivre des garçons qui sont 4 et qui ont créé une application, Campus Drivers, parce qu'en fait ils sont tous les 4 passionnés de voitures et en fait ils vont faire les taxis et en fait dans chaque tome on va suivre un garçon qui va faire une rencontre avec une fille et qui va en tomber amoureux. Et donc dans ce tome-ci, donc dans le tome 2, nous suivons Donovan qui va rencontrer Carrie. Et en fait Carrie c'est une grande lectrice de New Romance justement. Et du coup en fait il compte sur elle pour lui apprendre à devenir le petit ami. Je l'ai déjà lu, j'avais adoré, mais comme du coup je les ai achetés dans cette version-là, j'ai envie de les relire pour déjà découvrir les dessins. Et puis en plus de ça, ça va me permettre de le relire ce tome 2 pour pouvoir enchaîner avec le tome 3 que pour le coup je n'ai pas lu.
On passe à un roman que j'ai dans ma palle depuis un moment, mais que je n'arrivais pas à sortir. Et récemment, une youtubeuse que je suis en a parlé et a dit qu'il était vraiment bien. Donc du coup, j'ai eu envie de le sortir et donc le voici. Il s'agit du tome 1 de Le Joyau de Amy Ewing, dont je voulais le résumer tout de suite. Qui dit joyau dit richesse, qui dit joyau dit beauté, qui dit joyau dit royauté. Mais pour les filles comme Violette, le joyau est avant tout synonyme de servitude. Et pas n'importe quelle servitude. Violette est née et a grandi dans le Marais avant d'être formée dans l'optique de devenir mère porteuse pour la royauté. En effet, au sein du joyau, la seule chose qui prime sur l'opulence et le luxe, c'est la descendance. Achetée par la duchesse du Lac lors de l'enchère des mères porteuses, Violette est accueillie par une gifle. Désormais connue sous l'appellation #197, elle va rapidement découvrir la brutale réalité qui sous-tend l'étincelante façade du joyau. Cruauté, trahison et violence sourde sont les méthodes de la royauté. Violette doit accepter ce sinistre quotidien et tâcher de rester en vie. Mais c'est alors que naît une romance interdite entre elle et un séduisant jeune homme, loué pour servir de compagnon à la nièce aigrie de la duchesse. Bien que la présence de ce dernier vienne illuminer le sombre quotidien de Violette au cœur du joyau, les conséquences de leur relation illicite vont dépasser ce qu'ils redoutaient. Et j'avoue que ce résumé me tente beaucoup et que ça fait de ce livre une saga que j'ai très envie de découvrir, puisqu'en fait ça me rappelle La Servante écarlate. Donc j'ai pas lu le livre qui est dans ma palle, mais j'ai vu la série qui est incroyable. Si vous n'avez pas vu, foncez la regarder, The Handmaid's Tale. Vous pouvez trouver, je crois, sur Prime Video et OCS. Et vraiment, ça m'y fait penser, donc j'espère vraiment aimer. On passe maintenant au tout dernier livre que j'ai mis dans ma palle du mois de mai. Et il s'agit encore d'un service presse. Un service presse que je devais lire au mois d'avril, mais que je n'ai pas trouvé le temps de lire. Et du coup, je l'ai repassé ici, mais il me donne trop envie. Du coup, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais la raison pour laquelle il me fait très envie, c'est qu'il me fait penser à Detroit Become Human, qui est un jeu vidéo. Et il s'agit pour ce livre-ci d'Un siècle de papillons de Régis Chaperon. Et je vous lis tout de suite le résumé qui sera du coup le dernier de cette vidéo. Lorsqu'Alan achète la dernière version d'un robot babysitter pour élever sa fille, il ne se doute pas qu'il vient d'activer une intelligence artificielle dotée d'une particularité. Pierrot est un robot différent, un robot qui s'interroge, un être artificiel qui peut-être va révolutionner les robots pour les siècles à venir en remettant en question les trois lois de la robotique. Une machine est-elle capable d'éprouver des sentiments ou les 3 lois de la robotique sont-elles une prison de laquelle rien ne peut émerger? Pierrot est un robot qui s'interroge sur sa vie, sur la vie, sur l'amour et sur la mort. Ses lectures, ses conversations, ses émotions sont autant de percées dans l'univers de la logique neuroquantique qui nous amène aux sources de ce que deviendra peut-être la véritable intelligence artificielle. L'amour ouvre les portes de toute logique, jusqu'à la mort parfois. Donc voilà, vraiment, l'auteur m'a proposé de lire ce livre, j'ai lu le résumé et j'ai été tout de suite hypée par l'histoire. Déjà par cette ressemblance avec Detroit Become Human, ce côté dystopie, science-fiction, le côté intelligence artificielle qui m'a aussi fait penser au film Free Guy et les avis positifs. Vraiment, ça m'a totalement hypée et j'ai trop hâte de me faire mon propre avis dessus et de vous le partager par la suite en vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur certains des livres que j'ai présentés si jamais vous les avez lus et à me partager votre palle du mois de mai, pourquoi pas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.